Alors ce qu'on pratique, on a pratiqué de deux façons différentes. Cette année dans le colza, nous avons semé d'abord du colza à 45 cm d'écartement avec un semoir betteravier. Monograine, d'accord. Et puis nous sommes repassés ensuite avec un semoir à céréales dans lequel nous avons semé un mélange de gesses, de lentilles et de fenugrec. Donc 3 légumineuses avec des grosseurs de graines différentes et des capacités d'implantation différentes. D'accord. Combien de temps après le semis? Dans la foulée. Donc nous avons d'abord semé le colza et une fois que le colza a été semé, nous avons semé au semoir à céréales les espèces légumineuses. D'accord. À quelle densité? Alors j'ai plus ça en tête. Je pourrais vous le préciser plus tard, je n'ai plus ça en tête. En revanche, je crois que c'était autour de 30 kg/hectare le mélange. En revanche, l'intérêt de semer au semoir à céréales, c'est qu'on implante la légumineuse sur le rang, mais aussi entre le rang. Nous avons pratiqué d'une autre façon dans une autre parcelle, c'est que nous avons semé le colza avec l'élément semeur et mis les graines dans le microgranulateur en mélange sur le même rang. Là, c'est un peu plus compliqué à régler le semoir et les résultats sont quand même moins concluants. Bon, la complexité du semis avec les légumineuses et le colza, c'est de pouvoir couvrir un maximum de surface et ça fait passer 2 fois. Donc ça nécessite du temps d'un double passage. D'accord. Alors le bénéfice, il est au niveau du désherbage? Alors le bénéfice, il est censé être au niveau du désherbage, au niveau de la concurrence que peuvent générer les légumineuses en termes de concurrence vis-à-vis des mauvaises herbes. L'objectif étant aussi que ces légumineuses ne concurrencent pas trop le colza. Donc le compromis est difficile à trouver, mais en général en implantant ce type de légumineuses qui ont un démarrage assez lent, le colza arrive assez rapidement à passer le stade sensible, à attraper rapidement 4-6 feuilles et à s'en sortir par rapport à la concurrence générée par les légumineuses. Malheureusement, il se trouve que dans cette parcelle, l'enherbement était faible et qu'on n'a pas pu vraiment vérifier le résultat sur la concurrence par rapport aux mauvaises herbes, aux adventices. Est-ce que vous avez fait un herbicide dans ce colza? Alors, nous avons pratiqué avec et sans herbicide, effectivement. Donc un herbicide compatible avec... Pas sur les légumineuses, oui. Non. Hein, dans d'autres parcelles... Mais là où il y avait des légumineuses... Non, parce que les herbicides sont peu sélectifs, donc évidemment, ça se conduit sans herbicide. D'accord. C'est gélif, ce mélange oui, tout à fait. Hein. C'est l'intérêt aussi, j'allais dire entre guillemets, c'est que ces légumineuses sont gélives et que le gel hivernal les a détruites. Hein. Est-ce que le colza a profité de l'azote qui avait été capté par les légumineuses? Écoutez, nous avons essayé de faire des mesures, notamment des pesées de matière verte, des observations visuelles, nous n'avons absolument rien observé de particulier. Par rapport à un colza, sans légumineuses. Bon, l'an dernier, nous avions fait le test avec de la vesse, qui s'implante lentement, qui a un taux de couverture un peu plus faible que le mélange de ces 3 espèces. Et là, dans un site où il y avait davantage d'adventices, et malheureusement, le rôle de concurrence exercé par la vesse a été très faible. Et c'est plutôt malheureusement les adventices qui ont concurrencé la vesse. Voilà. Parce que semer pas assez de rue? Non, c'est pas seulement ça. Et puis c'est lié aussi au fait que la vesse, c'est une légumineuse qui s'implante lentement. On la semet à l'automne, évidemment, hein, en même temps, enfin juste après le colza. Et donc la rapidité de développement des adventices a été plus importante que le développement de la vesse, tout simplement. Au niveau des limaces, est-ce que vous avez trouvé un intérêt? Alors sur le site, nous sommes en Champagne-Crayeuse où les limaces sont très peu fréquentes. On a cette chance. Hein. Dans d'autres sites, notamment l'an dernier dans la Meuse, on n'a pas pu observer parce que l'automne était plus sec et enfin l'automne dernier, l'automne 2009, était plus sec et on n'a pas eu d'ennui. Donc je ne peux pas répondre précisément avec cette question, à cette question. D'accord. Ok. En céréales, qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors en céréales, depuis plusieurs années, nous pratiquons le mélange blé-pois d'hiver. Nous avons aussi pratiqué le mélange blé-vesse, mais nous n'avons pas d'espèces suffisamment résistantes au gel hivernal. En revanche, en pois d'hiver, on a des résultats en termes de résistance au gel hivernal tout à fait intéressants, sauf l'an dernier, où les pois d'hiver n'ont pas résisté au gel. Ils ont été complètement détruits. Alors au gel d'une part, il faut être précis jusqu'au bout, et également au temps sec que nous avions eu au mois de mars, et des petites gelées qui sont arrivées tardivement au mois de mars, autour du 20 mars, qui ont éliminé les quelques pois qui avaient subsisté. Vous avez semé les pois quand? On a semé les pois en mélange avec le blé, en même temps que le blé au 8 octobre.
Dans quelle proportion? Alors 300 grains de blé, 100 grains de pois, mètre carré. D'accord, donc les densités normales. Voilà. Ouais. En revanche, le semis du pois pour des pois d'hiver était beaucoup plus précoce que ce qu'on ferait en culture de plein champ, bien entendu, où on sèmerait plutôt fin octobre, début novembre. D'accord. Au niveau des herbages, est-ce que ça présente un intérêt? Alors au niveau des herbages, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'une part, il n'existe aucun produit à ce jour autorisé sur les deux cultures en même temps. Ensuite, il faut trouver des produits sélectifs à la fois du blé et des pois à la fois sur les dicotylédones et sur les graminées. Les FOP, les produits de la famille des FOP, comme les Célio, sont sélectifs du pois et fonctionnent sur le blé. Sauf que dans la région, on est de plus en plus confronté aux problèmes de résistance des graminées, notamment des vulpins, aux herbicides de la famille des FOP. Donc c'est une solution qui disparaît progressivement. On se reporte évidemment sur les sulfonylurées qui, elles, ne sont pas sélectives des pois. En termes de dicotylédones, il ne nous reste que des solutions à base de bentazone, qui sont que partielles en termes d'efficacité. D'accord. Au niveau apport d'azote, est-ce que ça présente un intérêt? Alors au niveau apport d'azote, nous ne l'avons pas travaillé ici, mais nous l'avons travaillé les années précédentes. Nous avons comparé du blé avec et sans pois à différentes doses d'azote et nous n'avons pas mis en évidence d'effet fourniture d'azote par le pois qui aurait permis de réduire la dose d'azote pour le blé. Donc ça n'est pas négatif, c'est un effet complètement neutre. En tout cas, nous n'avons pas mis en évidence d'effet favorable. Le seul effet favorable que nous ayons pu observer, c'est qu'en termes de protéines produites à l'hectare, le mélange blé-pois est supérieur au blé. Donc ça peut être intéressant pour des éleveurs, pour l'alimentation animale par exemple. D'accord. Après, se pose le problème de la séparation au moment de la récolte? Voilà, donc là c'est le travail dans les silos, évidemment, parce qu'on récolte en même temps. Et Champagne Céréales peut accueillir ça? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas été confronté au problème parce que les seuls tests qu'on a faits, c'est dans des parcelles d'expérimentation. Donc on n'a plus dans les laboratoires réalisé la séparation. Mais après, il n'y a pas un outil industriel capable de le faire. Il y a des séparateurs dans les silos, mais est-ce que le niveau de séparation sera satisfaisant? Je ne suis pas assez spécialisé pour le dire. Alors on avait envisagé une autre solution, c'est de ne pas emmener les pois jusqu'à maturité et de les détruire à environ 2-3 nœuds du blé par un herbicide sélectif du blé, mais non sélectif. Une hormone, quelque chose comme ça. Alors ça, on l'a fait également, mais l'objectif, c'était d'essayer quand même de mener les pois le plus longtemps possible pour la concurrence par rapport aux adventices et pour l'effet apport protéique et éventuellement apport azoté pour le blé. Donc là, cette solution, effectivement, nous permet de ne plus être enquiquiné avec les grains de pois dans le blé, sachant que dans les essais que nous avons conduits, en gros, c'était 80% de blé, 20% de pois à la récolte. Donc il y avait quand même 20% de pois à trier. Bon, et l'autre solution, en éliminant les pois avant maturité du blé, n'ont pas apporté plus d'effet en termes de fertilisation azotée. Alors tout à l'heure on parlait des désherbage mécanique. Moi récemment j'ai visité une ferme dans l'Oise qui travaille en collaboration avec Bonduel et qui utilise une hersétrie. Oui. Et l'agriculteur me disait, bah non, en fait, ça va très bien, il n'y a pas de perte de pied, c'est une solution pour nous viable. Oui. Qu'est-ce que vous dites, hersétrie dans des pois, c'est hasardeux, quoi. En fait, ce que nous avons pratiqué cette année dans la situation bien précise de Pringy, c'est que nous sommes intervenus avec la hersétrie alors que les pois étaient autour du stade 4-5 feuilles. Et ça a été quand même assez agressif. Nous constatons une perte moyenne de pieds de l'ordre de 15 à 20%, avec des endroits un peu plus marqués, des zones un peu plus marquées, des plantes qui étaient quand même assez blessées, donc l'outil a été assez agressif. Il faut quand même préciser que le sol était très meuble et que la hersétrie avait tendance à pénétrer assez profondément, peut-être trop profondément, malgré les réglages que nous avions pu opérer précédemment. Alors après, dans des situations où le sol serait plus raffermi, peut-être que ça aurait des résultats. En tout cas, sur blé, nous n'avons rien observé de particulier en termes d'effets négatifs. En termes d'effets sur le désherbage, eh bien, sur les dicotylédones, ça se passe globalement assez bien. Sur les graminées, c'est beaucoup plus compliqué parce que système racinaire plus important, graminées ancrées de façon un peu plus importante dans le sol et l'effet sur les graminées. Et alors, en blé, vous êtes intervenu Nous sommes intervenus, nous avions prévu d'intervenir à l'automne, mais nous n'avons pas pu le réaliser à cause des conditions météo. La pluviométrie étant trop importante. Donc nous sommes intervenus en sortie hiver au stade redressement du blé.
D'accord. Voilà. Une seule fois. Une seule fois. Et la houe rotative? La houe rotative, par contre, nous l'avons uniquement en démonstration, nous n'avons pas pu en disposer dans nos essais cette année. D'accord. Et en luzerne, donc, c'est vibroculteur sur luzerne? Oui, en fait, dans la mesure où nous n'avons plus d'herbicides utilisables pendant l'hiver, juste avant la phase d'hivernation des luzernes, eh bien, les agriculteurs ont recours maintenant à des outils à dents pour... dans systématiquement? Pas systématiquement, là où c'est nécessaire, hein, là où il y a des adventices, notamment des dicotylédones, comme des stellaires, comme des lamiers, pour en fait gratter le sol simplement. C'est pas pour retourner la luzerne, c'est simplement poser le vibroculteur pour qu'il arrache une partie des dicotylédones. D'accord. Merci.